Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Donc, première émission de l'année 2026. Alors vous savez que chaque mois je reçois 2 à 3 invités, des responsables de collectifs, associations, réseaux d'accompagnement, des grands témoins de tous horizons et puis également des dirigeantes d'entreprises, essentiellement PME et TI. Alors des profils très différents mais qui partagent la conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, économique, politique, médiatique, sans oublier bien sûr le domaine scientifique, avec notamment l'enjeu tout à fait essentiel de l'intelligence artificielle. Et à la question du pourquoi, si elle se posait, la réponse serait simple: pour plus de performance économique, pour plus de rationalité et d'équilibre dans les prises de décision, pour une meilleure représentation également bien sûr de la société, puisque nous rappelons que les femmes constituent la moitié de l'humanité. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord Emmanuelle Galichet, qui est maître de conférences en sciences et technologies nucléaires. Alors avec elle, nous explorerons à la fois la place des femmes dans la filière nucléaire, et puis nous évoquerons également les moyens d'amener davantage de filles à s'orienter vers des études scientifiques et pourquoi pas vers le nucléaire également. Ensuite, je ferai le portrait de Mathilde Boulachin, qui est la dirigeante et cofondatrice de Maison Chavin, qui est une maison alors tout à fait pionnière, leader français dans tout ce qui est vin et effervescent sans alcool. Donc vous voyez, nucléaire, sans alcool, on est au cœur de l'actualité du moment. Tout de suite, Emmanuelle Galichet. Bonjour Emmanuelle Galichet. Bonjour. Bienvenue dans Smart Women. Alors Emmanuelle, je le disais en introduction, on sait à quel point nous manquons de filles dans les filières scientifiques. Alors vous faites partie de celles qui, jeunes, se sont orientées justement vers cette ligne-là, puisque vous avez passé et obtenu bien évidemment un diplôme, un doctorat de physique nucléaire. Bon. Alors ma première question, c'est très simple, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à cette orientation, sachant que vous m'avez dit en plus que vous étiez plus littéraire, vous aviez l'impression du moins d'être plus littéraire que matheuse à l'époque, et vous avez en plus choisi une filière, le nucléaire, qui est quand même encore plus sans doute élitiste. Voilà, alors racontez comment ça s'est passé. Alors, c'est sûr que à l'école, j'étais effectivement, comme vous le disiez, tout à fait un peu meilleure en langue, et surtout en français. Mais en fait, la difficulté, j'aimais bien la difficulté, en fait. Ça, c'est sûr. Ça vient sûrement de mon environnement familial, où mon père était prof de maths et de physique. Donc, j'avais aussi cette image. Et puis ensuite, en licence, j'ai rencontré la mécanique quantique, qui est d'une élégance rare. Et l'élégance, je l'avais rencontrée déjà dans la natation synchronisée. Je faisais de la natation synchronisée, le geste élégant, à la recherche du geste parfait. Et cette élégance dans les équations de la mécanique quantique, plus cette rigueur et discipline de la science, voilà, c'est ça qui m'a fait continuer. Ça vous a donné envie d'y aller. Absolument. Mais alors, autour de vous, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, à la fois... alors, vos parents, vous avez dit qu'ils étaient malgré tout dans le monde scientifique d'ores et déjà, mais comment ça s'est passé vis-à-vis de vos parents et comment ça s'est passé vis-à-vis des enseignants? Alors, j'ai eu aussi des enseignants, femmes en particulier, en physique au lycée, qui m'ont touchée. Donc ça, c'était important. Je pense qu'effectivement, avoir des enseignantes de physique et de maths, c'est important pour les jeunes. Et puis mes parents, eux, ils avaient confiance en moi. Ils étaient fiers de leurs enfants, ce qui est normal. Ils m'ont couvé d'amour et de confiance en soi. Et donc, c'était la base. Finalement, c'est le terreau parfait pour aller faire ce qu'on aime. Très bien, donc alors on voit l'amour, l'élégance, la rigueur, quand même des qualités importantes. Ouais. Alors donc aujourd'hui vous exercez, vous êtes maître de conférences, vous êtes enseignante-chercheuse au CNAM, vous faites beaucoup de conférences, vous avez fait beaucoup de choses. Donc vous êtes très bien placé au cœur finalement de l'écosystème du nucléaire. Donc cette émission elle parle des femmes et elle parle des femmes dans des fonctions diverses de haut niveau. Quelle est la place des femmes dans la filière nucléaire ?
Alors, elle n'est pas encore... la filière nucléaire travaille énormément à la place des femmes, ça c'est évident, mais on n'est encore pas effectivement à la parité égale. Ah non, Bon, dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a que 28% de jeunes femmes, donc évidemment, dans la filière nucléaire, ça va se retrouver, et il se trouve qu'effectivement, on est un petit peu plus bas, on est plutôt autour de 24% dans la filière nucléaire, et ça c'est un vrai problème, vous l'avez dit en introduction, parce que avoir tout simplement plus de gens qui viennent faire de l'innovation, de la recherche, de la science, de la technologie, c'est plus d'idées et donc plus de performances, comme vous l'avez dit. Oui, alors ça c'est au niveau des études déjà, mais alors après dans les postes au sein des entreprises, des industries du nucléaire, vous avez un regard là-dessus également. Vous voyez, les femmes sont... forcément, s'il y a moins d'étudiantes, après, il y a moins de sorties, donc il y a moins de capacités exécutives. Mais qu'est-ce que ça donne? Vous voyez un mouvement? En fait, oui, on voit un très grand mouvement, évidemment. Les entreprises, en particulier les grandes entreprises, qui ont aussi des obligations légales de parité, en particulier dans les comités de direction, etc. La loi Rixin. Voilà, donc elles sont obligées, évidemment, et elles le font avec grand plaisir. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais effectivement, le fait qu'il n'y ait pas un vivier de managers intermédiaire assez important fait que finalement les entreprises elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait la mixité dans l'industrie c'est d'abord une problématique de l'éducation. Oui, c'est vrai. Alors, là, on en parle aujourd'hui par le nucléaire, mais chaque fois que je reçois d'autres invités, le sujet est le même partout. Donc, on a vraiment besoin d'augmenter. Alors, justement, pour arriver à ce qu'il y ait davantage de jeunes et de jeunes filles, parce qu'on a besoin des deux, en fait. On a besoin qu'il y ait à la fois plus de jeunes qui aillent vers des filières assez spécifiques, et bien sûr, en leur sein, plus de filles qui y aillent. Donc, vous faites beaucoup de promotion du nucléaire, en plus vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme et donc de conviction. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce que vous identifiez comme levier possible? Alors il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Si vous regardez les derniers sondages, les dernières études, vous voyez que même à l'école élémentaire, en fait, pour les petites filles, ce qui est important, c'est le français et l'orthographe. Pour les garçons, c'est les maths et le sport. Donc ça, il faut que ça change. Et donc, le seul moyen que ça change, pour qu'ensuite elles puissent, au collège, au lycée, se dire « pourquoi pas moi ?» oser aller dans l'industrie et faire les métiers scientifiques et techniques, eh bien, il faut aller leur montrer que les maths, c'est important, que la science, c'est la compréhension de tout, c'est que ça leur donne une liberté intellectuelle, ça leur donne évidemment des métiers qui sont bien payés, puisque l'industrie paye mieux que l'industrie du service, l'industrie... lourde, on va dire. Donc, il faut montrer tout cela et surtout, je pense, il faut aller leur ouvrir les yeux, leur faire pétiller les yeux en leur racontant des histoires de femmes incroyables, d'hommes incroyables aussi, et alors, dans le nucléaire, on est garni, quoi. Enfin, il y a pléthore d'exemples. Tout à fait. Donc, aller leur montrer que Einstein, c'était un influenceur. C'est vrai. Il faisait des conférences, il y avait 10 000 personnes. Marie Curie, quand elle arrive aux États-Unis, elle a 100 000 personnes qui viennent l'accueillir. Donc, vous voyez qu'il y a eu une époque où la science était au cœur de la société. C'était une matrice commune pour tout le monde, la culture scientifique. Et il faut remontrer ça, en fait. Oui, donc c'est vraiment votre action, elle est là-dessus. Elle est sur montrer à quel point ça peut... Et puis, alors, c'est vrai que le côté... Vous avez un projet d'ailleurs, je crois, si on peut en parler. Oui, absolument. J'ai le projet pour donc 2026 de construire une conférence sur l'histoire de l'énergie nucléaire et montrer comment elle a permis à la société française en particulier, et même européenne, de se développer et d'avoir une vraie place sur l'échiquier international. Et ça, en mettant justement des petites touches de portraits de femmes qui ont été oubliées parfois. Souvent. Ce qu'on appelle le fameux effet Mathilda. Bien sûr. Donc les remettre à l'honneur, mais pas seulement celles avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a après la Deuxième Guerre mondiale. Et des hommes aussi qui ont fait vraiment la filière nucléaire industrielle d'aujourd'hui, en fait. Bon, écoutez, bravo, parce que je vois que vous allez continuer. Alors, vous m'avez dit qu'il fallait, vous l'avez encore cité ici, il faut allumer des étoiles dans les yeux de ceux qui vous écoutent. Bon, c'est ce que vous faites fort bien. Donc, merci, bravo pour tout ça et bonne continuation. Maintenant, je vais recevoir quelqu'un qui allume des étoiles, mais différemment, parce que c'est des vins et des effervescents sans alcool. Merci, bonne journée.
Bonjour Mathilde Boulachin. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue sur ce plateau. Alors Mathilde, il faut dire qu'en fait nous avions programmé votre venue à la mi-2025, puis après il y avait un rendez-vous business qui vous avait fait décaler, mais je pense que quand même il y avait un sens du timing absolument parfait, puisque de fait vous intervenez donc ici en janvier, donc Dry January, on sait ce que c'est. Donc finalement, c'est très bon pour votre business. Voilà. C'est d'actualité, c'est vrai, c'est une très bonne amorce. Voilà. Donc, alors ceci dit, pour être plus sérieux, bien qu'on puisse s'amuser en étant sérieux toujours, bon, ce que je peux dire sans hésiter, c'est que vous êtes une vraie pionnière, hein, puisque en fait, vous avez lancé votre négoce de vin et d'effervescence sans alcool en 2010, c'est-à-dire à une époque où on en parlait... pas du tout. Absolument pas. Bon, bref. Alors, racontez-nous le début, c'est-à-dire l'avant Chavin, donc ce que vous avez fait pour situer un petit peu quand même votre parcours. Et puis après, ce déclic, comment vous l'avez eu, pourquoi ? Alors, je crée la maison Chavin en 2010. Avant ça, la seule expérience professionnelle que j'ai, c'est en Suède. Donc, je suis plutôt une citoyenne du monde. Je reviens en France avec une idée simple, c'est de dépoussiérer les codes du vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne ne m'attendait dans l'univers du vin, pas de château, je ne suis pas la 3e génération, vignoble amorti. Bref, il fallait faire quelque chose que j'appelle l'art de la différence, à savoir se différencier. Et très vite, je tombe enceinte de ma première fille. Et là, je me dis, la champenoise que je suis va avoir Parce que vous étiez quand même champenoise. Oui, je suis champenoise. Il y avait quand même quelque chose au départ. Ah oui, il y a il y a une effervescence certaine. La champenoise que je suis se dit, eh bien, il va falloir faire différemment. Qu'est-ce qu'il existait sur les marchés à l'époque ? Pas grand-chose. On l'a dit en préambule. Donc, je me suis interrogée sur comment désalcooliser le vin et comment proposer à ces femmes une offre désalcoolisée, sans éthanol, mais qui procure cette festivité et qui soit une extension naturelle du vin. Oui, parce qu'en fait, la démarche qui est très entrepreneuriale, puisque finalement, ça partait d'un besoin personnel, puisque c'était alors que vous étiez enceinte et que vous ne vouliez pas boire d'alcool, vous m'avez dit que vous regrettiez de ne pas pouvoir trinquer avec vos amis, etc. Et donc, vous vous êtes dit, j'ai un besoin... Je n'ai pas la réponse, je vais la créer. C'est un petit peu ça quand même. Alors, c'est la demande, l'analyse de la demande part effectivement généralement d'un besoin qui soit pour soi-même ou autrui. Et puis, écoutez, par capillarité, on se dit que finalement, oui, il y a les femmes enceintes, il y a les femmes allaitantes, il y a les populations seniors, il y a différents contextes éthiques, ethniques et autres. Aujourd'hui, on a des restrictions quand il s'agit de boire ou conduire, etc., etc. Donc, mis bout à bout, ça a commencé à représenter une mosaïque potentielle de consommateurs qui forment un tout. Et de là naît toute l'histoire. Et d'être pionnière dans l'univers. Une belle histoire qu'on va détailler un petit peu plus. Alors, finalement, finalement, le succès a été assez rapide, me semble-t-il, hein, puisqu'on s'est rencontrés en 2016. Vous étiez déjà lauréate de la plus belle croissance dans les entreprises du Women Equity. Mais quelles ont été les étapes ? Parce que quand même, vous démarrez, vous avez 5 000 € en poche, du moins c'est ce que j'ai lu. Bon, peut-être qu'il y avait plus à côté, mais c'était ça. C'est vrai, oui, vous pouvez le vérifier au greffe. Quelles ont été les étapes, en fait ? Alors, les étapes... donc déjà, on part du vin, du vin avec alcool. Puis arrive cette idée folle, mais qui est somme toute une offre de dépoussiérage, comme il pourrait exister d'autres innovations. Et puis la création de la première gamme, partir à l'étranger. Donc ça, c'était très important d'aller sur l'international pour des questions d'ouverture d'esprit, pour des questions de... tout simplement de demande qui n'était pas celle que l'on a sur le marché français ou que l'on avait, puisque les choses ont changé. Et puis, premier pays, second pays, troisième pays, et petit à petit, évidemment, il y a une envolée qui commence à se faire. Vous nous racontez ça comme si c'était très facile, très simple, ce qui est formidable d'ailleurs. Mais... Dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de simplicité. Et il y a toujours un devoir de se relever parce que... on se plante pas mal de fois. Ça n'a pas dû être... Voilà, non mais j'insiste là-dessus, on le sait bien, dans le monde économique, on sait tout ça, mais c'est assez intéressant parce que ça montre, parce que ceux et celles qui nous écoutent, c'est aussi pour leur montrer qu'il y a
qu'on peut tout à fait réussir, puis leur donner envie. Donc, de ce fait, bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, et c'est intéressant de valoriser absolument toutes les étapes pour montrer que oui, ok, il faut se lever le matin, il faut y aller, il faut... Ah oui, il faut se lever. Au départ, il n'y a pas de vacances. Bah oui, c'est ça. Le salaire, il est pas inouï non plus. Donc, il y a évidemment quelques concessions à faire. Par contre, c'est une formidable aventure. Ouais. C'est mis bout à bout. Je pense qu'il y a beaucoup plus, évidemment, de choses positives. Bien sûr. À acquérir que de négatifs et il faut et on génère tout un enseignement, donc la capacité, l'art de se relever quand on tombe et vite, et puis évidemment l'apprentissage, donc on apprend tout le temps. Bien sûr. Et là, vous m'avez dit que comme au départ, vous aviez plutôt fait des études marketing, commercial, etc. Vous m'avez dit que vous avez passé un diplôme justement en œnologie pour pouvoir vous remettre, ou d'équivalence, pour pouvoir vous mettre à niveau dans le domaine en question. Donc, alors c'est effectivement un master spécialisé dans les vins et spiritueux. Et oui, pour faire ce métier, il fallait avoir une forme d'expertise, savoir de quoi on parle. Et donc vous êtes remise aux études. Je suis retournée sur les bancs de l'école pour pouvoir apprendre. Et je continue d'apprendre, puisqu'on ne pilote pas une société qui naît de rien, de zéro. J'aime le chiffre zéro. Zéro, oui, bien sûr. Pour vous, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Donc, piloter une société qui part de zéro, et une société qui a passé la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 collaborateurs, c'est pas le même enjeu. Et il faut savoir maîtriser ça. Donc, pour moi, ça passe par un apprentissage et le dirigeant a un devoir d'apprendre et de se remettre en question. Alors justement, présentez-nous véritablement, vous avez parlé des 15 millions de chiffre d'affaires et l'équipe, présentez-nous la maison Chavin, donc les principaux chiffres, les implantations, à quel endroit vous exportez, le pourcentage d'export, etc. Donnez-nous la carte d'identité du groupe. Donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, la maison Chavin, c'est une vingtaine de collaborateurs, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On a franchi la porte de 60 pays, 90% à l'international. On rayonne on dérisque beaucoup puisqu'on est présent à la fois en Asie, en Europe et sur le continent nord-américain. On est historiquement présent dans le secteur traditionnel, CHR, mais aujourd'hui en France, on arrive également en GMS, dans le digital. Donc, vous nous retrouverez de la restauration étoilée, ici sur Paris, la grande épicerie, Maison Plisson, dans la restauration, des grossistes comme la Maison Richard, France Boisson, Métro, et j'en passe, c'est des meilleurs. Très diversifié. Très diversifié. Exactement. Et au niveau pays, donc vous dites plus de 60 pays, votre premier pays ? Alors, la Suède, puisque j'ai une petite appétence particulière pour ce pays, et le Japon. Le Japon, d'accord. Et après, ça se répartit à peu près... Finalement, la France, c'est que 10%. La France, c'est que 10%, mais elle a un pourcentage de croissance qui est assez fort. J'avoue que l'ouverture des chakras sur le marché français était plutôt tardif. Par contre, on est en train de récupérer le retard. Et la France fait partie du top 10 des pays consommateurs de vin sans alcool au monde. D'accord, malgré tout. Alors justement, expliquez-nous précisément, parce que souvent on pose la question, les différentes étapes qui se déroulent entre le moment où vous achetez vos raisins, parce que je rappelle que vous n'avez pas de vigne, donc vous allez nous parler de ça, du choix, etc. Vous achetez vos raisins au moment où le consommateur peut déguster vos produits. Les étapes de traitement et à quel endroit ça se passe pour bien comprendre la chaîne. Oui. Alors, nous, notre travail, c'est déjà de sélectionner nos raisins, de les assembler, les vinifier. Attention, ce sont des vins avec alcool à l'origine. Et d'imaginer le résultat après désalcoolisation. Donc, on utilise une distillation sous vide à basse température pour retirer l'éthanol. Donc, un premier passage où on récupère la partie aromatique. Le second passage où on enlève l'éthanol pour récupérer à la fin un vin qui est désalcoolisé, où on a été chercher toute la complexité en amont de la désalcoolisation.
Ce qui veut dire que vous avez une équipe d'œnologues. On parle d'œnologues ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont avant toute chose œnologues. Oui. Ils ont également une appétence pour l'agronomie. Oui. Et puis une ouverture d'esprit, puisque je rappelle que dans l'œnologie actuelle, on n'a pas de cours particuliers ou de littérature sur la désalcoolisation. Donc ça a été tout un chemin à parcourir pour... Et d'où l'expérience et l'échec qui fait partie de l'apprentissage. Et alors, un chiffre qui m'a impressionné quand on a parlé avant cette émission ensemble, vous me dites qu'entre le moment où vous achetez le raisin et le moment où vous allez pouvoir livrer, il y a un temps très court. Oui. Combien? Alors, en 24 heures, on désalcoolise, on embouteille. Pourquoi? Parce que... Mais 2 mois au total, vous m'aviez dit, entre la excusez-moi, commande. Oui, la commande. Mais déjà, 2 mois, ça me paraît tellement court. J'ai compris que c'était entre le moment où on désalcoolise et le moment où on embouteille. Oui, on a des délais d'élaboration de 2 mois, mais on peut faire plus court si on le souhaite. D'accord. Mais on tente on travaille beaucoup en flux tendu. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on doit adapter nos habillages en fonction des réglementations. Donc, comme on pénètre plusieurs dizaines de pays, bien sûr. On a une adaptation réglementaire sur chacun d'entre eux. Mm. Mais donc, ça veut dire que vous travaillez, j'essaie d'être vraiment dans le détail concret, vous travaillez avec des vignerons, donc, oui. Ça. Alors, donc, vous avez déjà votre portefeuille, entre guillemets, de vignerons, et vous avez choisi des raisins On choisit nos matières. C'est ça. On choisit nos matières avec un potentiel. Oui. C'est-à-dire que la désalcoolisation concentre l'acidité, concentre les tanins. Donc, tout notre travail va être d'imaginer ce que ce sera après et d'apporter toute la complexité. Bâtonnage, boisage... Donc, tout se fait en amont. Parce qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'ajout ni de sucre ni de quoi que ce soit. Alors, effectivement, donc on appartient à la catégorie vin. Donc, nous avons l'interdiction d'ajouter quoi que ce soit sur les vins désalcoolisés en dénomination vin de France. D'accord. Et en revanche, après, on n'a pas évoqué les produits. Voilà, il y a d'autres formulations, il y a d'autres manières de faire. Là, on n'appartient plus à la catégorie vin, mais à la catégorie boisson. Oui. Et là, on peut être à la fois sur des vins désalcoolisés dans lesquels on peut ajouter des arômes naturels ou sur des boissons prêtes à consommer, des boissons non fermentées. Donc, il y a plusieurs manières d'élaborer des boissons sans alcool. Donc aujourd'hui, vous avez une gamme qui comprend du rouge, du rosé. C'est quoi la gamme? C'est quoi exactement? Oui. Alors, ce qu'on appelle les vins tranquilles, sans alcool. Ouais. Donc oui, en blanc, rosé et rouge, mais également en effervescent et en effervescent rosé. D'accord. Et vous faites aussi des produits un peu cocktails, mélanges. Exactement. Donc par exemple, l'été dernier, nous avons utilisé nos chardonnays effervescents sans alcool, bulles, donc avec... en version spritz. Et ça a très bien fonctionné. Donc, quand vous avez dans un verre ballon une jolie couleur orange, impossible de savoir si c'est avec ou sans alcool. Bien sûr. Et donc, en plus, l'apparence est tout à fait préservée. Donc, alors, bon, on voit bien que ce marché, il est encore petit, bien évidemment. Enfin, il est très prometteur. On en parle de plus en plus et de façon, d'ailleurs, très récente. D'ailleurs, on voit des grands noms, du Bordelais, Sauternes notamment. Enfin, on voit des groupes comme Castel qui s'y intéressent et qui investissent, puisque c'est des investissements assez lourds. Quand vous n'êtes pas propriétaire de la partie usine ni quoi que ce soit. En fait, vous sous-traitez systématiquement. Vous avez votre... Alors, avec 5 000 euros en poche, ça aurait été un petit peu compliqué d'y injecter 10 millions dans une... Et puis, au-delà de ça... ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est d'utiliser toujours les dernières technologies de désalcoolisation ou les derniers procédés. Ça évolue très vite. Donc il faut garder cette agilité pour aller chercher... Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité, l'expérience client. Oui. Et pour aller chercher les dernières innovations, il ne faut surtout pas se charger de lourds investissements et de lourds amortissements. Donc cette agilité, elle est voulue sur un plan recherche et développement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment quand vous parlez de vos produits, donc, vous les présentez vraiment pas du tout en concurrence avec l'alcool, mais au contraire en complémentarité. Donc de ce fait, comment vous voyez l'évolution de cette consommation
Alors, quel est le type de produit qui va prendre éventuellement plus, d'après vous, d'importance? Les publics s'élargissent. Parlez-nous un petit peu de ça. Alors, il y a un phénomène que l'on appelle la modération. Oui. On assiste aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde à une déconsommation du vin. On modère pour des questions de bien-être, on joue la carte santé. Et tantôt on boit pas. Donc, il y a une recrudescence de ce qu'on appelle le flexi-drinking. Oui, le flexi, oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est une tendance qui va continuer. On va continuer dans ce sens, puisque suite au Covid, on a tous compris qu'on était mortels et qu'il fallait accorder une part significative, en tout cas une attention particulière à la nutrition, à ce qu'on consomme, à ce que l'on boit. Donc cette déconsommation, je pense qu'elle est structurelle et elle continue graduellement. Donc ce que je cherche à faire avec mes équipes, c'est vraiment proposer une alternative qui soit complexe, qui soit élaborée avec soin, avec un savoir-faire, qui apporte des bienfaits mais sans éthanol et qui, dans un moment où vous ne voulez pas, vous êtes dans un pot d'entreprise, vous êtes au restaurant mais vous devez conduire derrière, eh bien c'est une alternative, une proposition autre que l'eau, autre que le soda et qui a tout son intérêt et son sens. Bien sûr. Alors pour terminer en quelque sorte, vous avez appelé votre entreprise au départ Maison Pierre Chavin. Pourquoi pas Mathilde Boulachin? Alors écoutez, je pense qu'il y a 15 ans, faire du vin sans alcool, être femme, une trentaine d'années, et en plus appeler le nom de la maison par son nom et son prénom, ça aurait été particulièrement ambitieux. Donc je me suis cachée derrière un nom qui n'existe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on n'a plus besoin de Pierre, donc c'est devenu Chavin. Chavin, mais pas Boulachin, parce que là, le nom maintenant... Et voilà, le nom est créé et c'est devenu une marque qui est identifiable à l'international. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'au départ, quand même, être jeune, ne pas être du métier, lancer quelque chose d'innovant, être une femme, oui, ça marche. C'est possible. Tout est possible. Donc on le démontre encore une fois. Merci beaucoup Mathilde pour tout ça. Merci. Bon, l'émission est terminée, donc je vous donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. Vous pouvez retrouver néanmoins toutes les émissions et tous les interviews, plus de 100 aujourd'hui, sur bien sûr Bismart, Smart Woman ou sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, donc bonne écoute et puis puisqu'il en est encore temps, très bonne année à toutes et tous. Merci.